Voilà. Bonjour tout le monde. On termine aujourd'hui ce parcours, ce dialogue entre deux domaines d'intérêt, la littérature au sens large, il y avait des pièces de théâtre, des romans, et la psychanalyse. Un de mes buts était de mettre en exergue une similarité structurale et un parallélisme entre ces deux thèmes, ces deux sujets. Lors de la première séance, on avait discuté de la poétique, on avait confronté la poétique d'Aristote, le petit organon pour le théâtre de Brecht, et les études sur l'hystérie de Freud. Et il était question des effets produits sur le spectateur, la catharsis, qu'on mettait en parallèle avec l'effet cathartique dont parle Freud dans les études sur l'hystérie, sur l'analysant. Et il y avait cette similarité à ce niveau-là. Une autre similarité était une sorte d'effet de distanciation, on pourrait dire, à savoir que l'analysant, le but est de faire sortir l'analysant d'une évidence et d'analyser son fantasme, quelque chose qui lui paraît a priori évident, mais de le confronter au fait que c'est peut-être pas si évident que ça. Ça, c'était un des premiers parallélismes qui avait été fait lors de la première séance. Ensuite, il y avait eu cette pièce au Théâtre Les Bermello, cette pièce de Pirandello, La vie que je t'ai donnée. Il y avait une discussion qui s'en était suivie avec le metteur en scène, François Sermet, moi-même, Michel Vanny, enfin, l'équipe des comédiens. Et lors de cette pièce présente en fait donc la vie que je t'ai donnée, la détresse d'une mère face à la mort de son fils. Une mère qui est aussi entre des moments de réalité et des moments de folie. Et cette mère exposait en fait une fiction. Et cette fiction était de faire croire à sa belle-fille enceinte, qui n'est pas au courant du décès de son conjoint, enfin du fils de cette maman. Et c'était de lui faire croire à cette belle-fille qu'il était vivant. Et pour cette mère, il est important d'imaginer que son fils vivait à travers cet enfant à naître. Et tout ça, ce procédé imaginaire, cette invention de cette mère, était de lui permettre de supporter quelque chose d'insupportable, la perte de son fils. Et pour moi, c'était cette pièce, une leçon clinique, d'une part parce que lors de cette pièce, on voyait que cette mère centrait toute sa libido sur l'enfant, à tel point que son existence n'avait plus aucun sens. Donc il y avait quelque chose d'une illustration de ce que peut être une forme de folie qu'être mère, qu'être complètement centrée sur son enfant. Et d'autre part, je trouvais que ça illustrait aussi la question de qu'est-ce qu'on peut se construire, chacun de nous, face à quelque chose d'insupportable? Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme solution? Voilà ce que j'avais un peu retiré, en tout cas, de cette pièce et de la discussion qui en avait suivi. Lors de la séance autour du concert baroque d'Alejo Carpentier, il a été notamment question de l'intertextualité. C'est un domaine d'étude dans lequel tout texte est lu en regard d'un autre texte, en dialogue avec lui. Donc il y a de multiples références dans ce roman. Il y avait notamment à la fin du roman, je cite, une allusion à la poétique d'Aristote. Il y avait des allusions à Shakespeare, à Cervantes, enfin il y a énormément de références. Et ce qui est intéressant dans cette intertextualité, cette confrontation entre différents textes, c'est que ça produit une transformation et ça amène à une certaine signification. Alejo Carpentier a écrit dans Le Royaume de ce monde, il a écrit un prologue qui traite du réalisme merveilleux. Et c'est une sorte de revendication propre au monde sud-américain, où il est question d'intersection des cultures et non de rupture, et il n'est pas question de distinction entre les cultures comme ça peut être le cas en Europe ou en France, où il y a plutôt l'idée de confronter les choses, de faire une sorte d'escrime. Donc finalement, dans ce texte concert baroque, c'est presque un texte un peu politique, quelque part. C'est un peu l'interprétation que j'en fais, où finalement il prône un éclectisme. C'est un texte baroque, il prône une intersection des cultures. Ce qui m'avait frappé aussi en lisant ce texte concert baroque, c'est que dans la pratique psychanalytique, pour moi, il y a quelque chose d'intertextuel et d'assez baroque.
On le voit, je trouve, beaucoup aussi dans la question des traitements d'enfants, où finalement on a le texte des parents, ce qu'ils peuvent décrire par rapport à leur enfant, ce qu'en dit l'enfant et nous ce qu'on en fait. Donc on a un matériel divers, varié, on a une interprétation qu'on fait, on construit un cas par une mise en dialogue en fait des éléments que l'analyste considère comme clés. Je poursuis, lors de la séance concernant l'illusion comique de Corneille, ce qui était frappant, c'est les différents niveaux de la pièce. C'est à la fois un divertissement, c'est une narration, c'est à la fois un exploit littéraire, comme on a pu le voir. Il y a à la fois des moments extrêmement émouvants, dramatiques, et des moments assez drôles, de la comédie, du quiproquo. Donc il y a ces différents niveaux, et puis en fait il y a aussi la question des effets sur le théâtre, d'une réflexion sur le théâtre, des visées du théâtre, qu'est-ce que c'est que le théâtre, enfin une vision un peu méta. Et pour mettre ça en parallèle avec la pratique analytique, il y a plusieurs niveaux, comme je le disais, qui s'offrent à nous. Il y a déjà au niveau de l'interprétation qu'on fait d'un dire d'un patient, est-ce qu'on est dans la réalité ou est-ce qu'il nous parle d'une illusion, pour reprendre un terme théâtral, est-ce qu'il parle de son fantasme ou de son délire. Dans la pratique analytique, il y a la question de l'intervention, est-ce qu'on intervient sur le bon registre, est-ce qu'on intervient au niveau de la réalité, au niveau de l'imaginaire, au niveau du symbolique. Et puis il y a aussi la question de la visée du travail analytique qui est peut-être, en partie au moins, de trouver une solution pour pallier un réel qui est insupportable. Voilà un petit peu, je retrace un peu les éléments clés de ces différentes séances. Et voilà, nous voilà venus arriver à cette dernière séance où sera discutée la question de l'amour, du transfert et de l'identité. Je ne vais pas faire plus long et je vais juste vous exposer comment les choses vont s'organiser. Donc, on a le plaisir de comédiens, Julien Bovier et Yves Schoener, qui sont ici et qui font partie de la compagnie de Chimère en Silène et qui vont interpréter deux extraits, un qui est tiré du banquet de Platon et un autre qui est tiré, donc ça sera Julien qui interprétera le banquet, ce passage, et il y aura un dialogue assez croustillant, assez très drôle, tiré justement de l'Amphitryon. Donc on commencera par le premier extrait, ensuite on va entendre les idées à Villa Seidel, donc tout le monde connaît, je présente, monde de l'Astrée, psychanalyste, psychologue, psychothérapeute, qui nous parlera du banquet, des questions en lien avec l'identité et l'amour. Ensuite, il y aura la deuxième lecture, comme je l'ai dit, et puis ensuite, nous entendrons François Sermet, qui est aussi membre de l'Astrée, psychanalyste et professeur de pédopsychiatrie à Genève. Voilà. J'ai terminé pour ma part. Alors, Julien, au niveau caméra, tout est... Or, ce qu'il vous faut commencer par apprendre, c'est quelle est la nature de l'homme et quelle en a été l'évolution. Car autrefois, notre nature n'était pas celle que précisément elle est aujourd'hui, mais d'une autre sorte. Premièrement, l'espèce humaine comportait en effet 3 genres, non pas 2, comme à présent. Mais en outre, de mâles et femelles, il y en avait un troisième qui participait de ces 2 autres ensemble, et dont le nom subsiste de nos jours, bien qu'on ne voit plus la chose elle-même. Il existait alors, en effet, un genre distinct, l'androgyne, qui, pour la forme, comme par le nom, participait des 2 autres ensemble, du mâle comme de la femelle. Ce qui en reste à présent, ce n'est qu'une dénomination tenue pour infamante. Deuxièmement, chacun de ces hommes était, quant à sa forme, une boule d'une seule pièce, avec un dos et des flancs en cercle. Il avait 4 mains et des jambes en nombre égal à celui des mains, puis un cou tout rond, 2 visages absolument pareils entre eux, mais
une tête unique pour l'ensemble de ces deux visages opposés l'un à l'autre. 4 oreilles, parties honteuses en double, et tout le reste, comme cet aperçu, permet de le conjecturer. Quant à la démarche de cet être, il pouvait se faire comme maintenant, en ligne droite, dans telle direction qu'il souhaitait, ou bien, quand il entreprenait de courir vite, c'était à la façon d'une culbute, et comme quand, en faisant la roue, on se remet d'aplomb dans la culbute par une révolution des jambes, en s'appuyant sur les 8 membres qu'il possédait alors. L'homme avançait vite à faire ainsi la roue. Or, s'il avait 3 jambes, et tel que j'ai dit, c'est pour cette raison que, originellement, le mâle était un rejeton du soleil, la femelle de la terre, de la lune, enfin, celui qui participait de l'un et de l'autre ensemble, attendu que la lune participe des 2 autres astres ensemble. Et justement, s'ils étaient tournés en boule, eux-mêmes, aussi bien que leur démarche, c'est parce qu'ils ressemblaient à leurs parents. Leur force et leur vigueur étaient d'ailleurs extraordinaires, et grand leur orgueil. Or ce fut aux dieux qu'ils s'attaquèrent, et ce que rapporte Homère d'Éphialte et d'Otos, auquel il fait entreprendre l'escalade du ciel, a rapport à ces hommes-là et à leur intention de s'en prendre aux dieux. Sur ces entrefaits, Zeus et les autres dieux délibéraient de ce qu'il leur fallait faire, et ils en étaient fort en peine. Pour eux, il n'y avait moyen, en effet, ni de faire périr les hommes et d'en anéantir l'espèce, comme ils avaient fait des géants en les foudroyant, car c'eût été l'anéantissement pour eux-mêmes des honneurs et des offrandes qui leur viennent des hommes, ni de leur permettre cette attitude impudente. Je crois bien, dit enfin Zeus, après s'être bien fatigué et réfléchi, que je tiens un moyen de faire à la fois qu'il y ait des hommes, et que, étant devenus plus faibles, ils mettent un terme à leur insolence. À cette heure, en effet, poursuivit-il, je m'en vais sectionner chacun d'eux, et en même temps qu'ils seront plus faibles, en même temps, ils seront pour nous d'un meilleur rapport, du fait que le nombre en aura augmenté. En outre, ils marcheront sur leurs 2 jambes, en se tenant droit. Mais si à notre jugement leur impudence continue, et qu'ils ne veuillent pas se tenir tranquilles, alors, conclut-il, à nouveau je les couperai encore en 2, de façon à les faire déambuler sur une seule jambe, à cloche-pied. Cela dit, il coupa les hommes en 2, à la façon de ceux qui coupent les cornes, dans l'intention de les conserver, ou à la façon de ceux qui coupent les œufs avec un crin. Dès qu'il les avait coupés, un de ces hommes, Zeus enjoignait à Apollon de lui retourner le visage, ainsi que la moitié du cou, du côté de la coupure, afin que l'homme, ayant le spectacle du sectionnement subi par lui, en devint plus modeste. Il avait l'ordre aussi de remédier aux suites de l'opération. Et le voilà qui retournait les visages, qui ramenait de tous les côtés les peaux sur ce qui aujourd'hui s'appelle le ventre, de la façon dont on coulisse une bourse. Les liait fortement vers le milieu du ventre, en ne laissant qu'une ouverture, que précisément nous appelons nombril. Puis, comme il restait encore des plis, il en effaça la plupart en polissant, et façonnait la poitrine en employant un outil analogue à celui avec lequel les cordonniers effacent les plis du cuir, en polissant sur la forme. Mais il laissa subsister un petit nombre, ceux qui entourent le ventre lui-même et le nombril, pour servir à commémorer l'état ancien. Or, quand la nature de l'homme eut été ainsi dédoublée, chaque moitié regrettant sa propre moitié, s'accouplait à elle. Elles se passaient leurs bras autour l'une de l'autre. Elles s'enlaçaient mutuellement dans leur désir de se confondre en un seul être, finissant par mourir de faim, et en somme, de l'inaction causée par leur refus de faire quoi que ce soit l'une sans l'autre. En outre, quand une des moitiés était morte et que l'autre survivait, cette survivante en cherchait une autre, et elle s'enlaçait à elle, aussi bien quand elle avait rencontré une moitié de femme entière, la dite moitié étant précisément ce qu'aujourd'hui nous appelons une femme, aussi bien quand c'était une moitié d'homme. De cette façon, l'espèce humaine disparaissait. Or, s'en étant ému, Dieu s'avise d'un autre procédé, et il leur transporte leur partie honteuse par devant. Jusqu'alors, en effet, il les avait en dehors, elles aussi. Et ce n'était pas en s'unissant l'un à l'autre, mais à la façon des cigales dans la terre
qu'ils engendraient et se reproduisaient. Voilà donc qu'il les leur a transportés comme cela, sur le devant. Et par leurs moyens, il leur a permis d'engendrer l'un dans l'autre, dans la femelle, par l'action du mâle. Son intention, c'était que, par la copulation, à la fois, si c'est avec une femme qu'un homme a commerce, il y eut de part génération, accroissement de l'espèce humaine, tandis que, à la fois, si même c'était avec un mâle, la satiété, au moins résultat de ce commerce, et les tourna alors vers l'action, c'est-à-dire qu'il se préoccuperait d'autre chose dans l'existence. Ainsi, c'est depuis un temps aussi lointain qu'est implanté dans l'homme l'amour qu'il a pour son semblable, l'amour rassembleur de notre primitive nature, l'amour qui, de deux êtres, tente d'en faire un seul, autrement dit, de guérir l'humaine nature. Chacun de nous est donc la moitié complémentaire d'un homme qui, coupé comme il l'a été, ressemble à un carlet, un être unique dont on a fait deux êtres. Aussi, tous ceux d'entre les hommes qui sont une coupe de cet être mixte, qu'alors justement on appelait androgyne, sont amoureux des femmes. Et c'est de ce genre que sont issus, pour la plupart, les hommes qui trompent leurs femmes. De même, à leur tour, toutes les femmes qui aiment les hommes, et de ce genre proviennent les femmes qui trompent leurs maris. D'autre part, toutes celles des femmes qui sont une couple de femmes primitives, celles-là ne font pas grande attention aux hommes, mais c'est bien plutôt vers les femmes qu'elles sont tournées, et c'est de ce genre que proviennent les tribades. Tous ceux, enfin, qui sont une couple d'un mâle originaire, recherchent les moitiés mâles, et aussi longtemps qu'ils seront petits garçons, en leur qualité de morcillons de ce mâle primitif, ils aimeront les hommes faits, ils prendront plaisir à partager la couche de ceux-ci, à s'enlacer à eux. Ce sont eux qui, entre les petits garçons et les adolescents, sont les plus distingués, en tant que ce sont eux qui, de nature, sont les plus mâles. Mais, dit-on, ce sont tout simplement des impudiques. On se trompe, car ce n'est pas par impudicité qu'ils se conduisent ainsi, mais comme ils ont de la hardiesse, de la virilité, un air mâle, ils s'attachent à ce qui leur ressemble. Or, il en existe une preuve qui compte, c'est que, une fois qu'ils ont grandi, seuls ceux qui sont ainsi faits se révèlent finalement des hommes en se dirigeant vers les affaires de l'État.